La communautarisation de l'enseignement, autrement dit l'article 59 bis de la Constitution, sera incontestablement un des grands thèmes de la campagne électorale. Pour le CVP, l'enseignement ne doit plus être contrôlé par l'État central, mais par les deux communautés françaises et flamandes. Le président du PSC, Gérard Depré, a convoqué dardard une conférence de presse pour déclarer que le gouvernement devrait se limiter à des mesures vraiment praticables. L'année scolaire qui va débuter dans 2 jours sera une année un peu spéciale. Elle verra en effet se réaliser la communautarisation de l'enseignement, c'est-à-dire qu'en matière d'enseignement, chaque communauté sera maître chez elle. Que le Sénat aura adopté la loi de financement des régions et des communautés, probablement à la fin de cette semaine. On ne parlera plus d'éducation nationale, mais d'enseignement communautarisé. Majorité opposition, tout le monde s'embrassait ou presque au Parlement de la communauté française. On s'est félicité de l'adoption du prochain refinancement. Un refinancement acquis grâce au PSC, aux accords de la Saint-Boniface, qui concerne entre autres le refinancement de l'école. Et à partir de ce moment-là, nous avons utilisé toutes les marges que nous avions pour essayer de faire mieux pour l'école. Ça, c'est le fameux accord de la Saint-Boniface qui a amélioré les frais de fonctionnement de toutes les écoles du subventionné. Bientôt la Saint-Nicolas, mais en politique, c'est surtout de Saint-Polycarpe et de Saint-Boniface dont il a été question aujourd'hui. Des saints qui désignent, rappelez-vous, les fameux accords signés il y a 18 mois. Le CDH avait apporté ses voix pour que ces accords soient votés. Il prévoyait notamment le refinancement de la communauté française et de son enseignement. On ne quitte pas le domaine de l'enseignement. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, le réseau libre va connaître un important changement. Le chanoine Baudouin quitte en effet le poste de directeur du secrétariat général de l'enseignement catholique le 1er septembre prochain. Après 14 années de bons et loyaux services, il va faire son retour à Liège au sein du diocèse. Le chanoine Baudouin vit ses dernières heures dans son bureau de directeur du secrétariat général de l'enseignement catholique. Étienne Michel lui succédera. C'est un laïc qui prendra la place du prêtre. Du neuf à l'école et dans le monde de l'éducation, c'est officiel. Le groupe de travail qui planche sur le pacte d'excellence de l'enseignement, Fédération Wallonie-Bruxelles, a remis son rapport à la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schins. Les experts ont travaillé sur une idée centrale. Tous les élèves suivront le même cursus et ce jusqu'à 15 ans. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une question pour ouvrir ce journal. Comment limiter les contaminations dans les écoles? C'est aujourd'hui la première journée à l'école avec un masque dès l'âge de 6 ans. Fermer les écoles avec d'autres mesures, ça pourrait quand même être assez efficace. Est-ce que dans ce cas-là, vous êtes prête, vous, à fermer les établissements? J'ai toujours dit qu'on était prêts. Et 134 écoles ont été touchées lors des inondations de juillet. Toutes ne pourront sans doute pas rouvrir normalement. Mais la ministre francophone de l'Éducation, Caroline Désir, accompagnée de Frédéric Dardenne ainsi que de Pierre-Yves Géolet, se sont rendus à Ognes, en Limbourg, en province de Liège. À Limbourg, une école en bordure de Vestre, l'établissement a été sévèrement touché par les inondations. La ministre a félicité les responsables de cette école qui ont permis sa réouverture malgré les dégâts causés par les inondations. La troisième réforme de l'État, ça a été une réforme de l'État importante. La négociation pour la communautarisation de l'enseignement a été un moment difficile et de tension extrême. J'étais prêt à accepter, j'ai accepté la communautarisation de l'enseignement, mais je ne voulais le faire que si on introduisait dans la Constitution un article, qui est devenu maintenant l'article 24, qui garantissait l'égalité de toutes les personnes du monde de l'enseignement, les élèves ou les étudiants, les parents, le personnel, les établissements. Ça me semblait un point fondamental. J'ai négocié aussi le fait que non seulement on allait leur donner ces garanties, mais on allait élargir les attributions de la Cour d'arbitrage, donc la plus haute juridiction du pays, en particulier dans les matières institutionnelles. On allait élargir les compétences de la Cour d'arbitrage pour permettre à tous les parents ou les établissements ou toutes les personnes qui se sentiraient lésés par des politiques de pouvoir introduire un recours devant la Cour d'arbitrage. Ça a été une des premières négociations dans laquelle les compétences transférées vers les régions et vers les communautés ont fait des paquets extraordinairement importants. Le secrétariat national de l'enseignement catholique, parce que nous étions en rapport avec le gouvernement national. Jusqu'à la communautarisation de l'enseignement,
où l'autorité politique sur l'enseignement était exercée du côté communauté française, était exercée du côté communauté flamande. D'où la scission du secrétariat national en 2 secrétariats. Le CEGEC pour communauté française, c'est la petite communauté germanophone parce qu'elle faisait partie du diocèse de Liège. La communauté est du côté flamand. Le VSKO, ça s'appelait comme ça, le secrétariat van het Katholiek Onderwijs, qui est devenu maintenant KOV. On s'est trouvé, il faut le dire d'emblée, un peu en difficulté du côté communauté française, qui a provoqué d'importants troubles sociaux dans les années 90, de conflits avec les organisations syndicales, notamment parce que la communauté française était un peu en difficulté financière, ce qui n'était pas le cas de la communauté flamande. Et on s'est trouvé aussi un peu en difficulté au CEGEC, parce que les services étaient financés au SNEC de façon plus importante du côté flamand, parce qu'ils avaient plus d'élèves et que leurs subventions de fonctionnement, puisque nous sommes financés en cotisation sur les subventions de fonctionnement, et que leurs subventions de fonctionnement avaient été relevées. Et le CEGEC était au fond une coupole des fédérations. Et alors il y avait un patron dans chaque fédération. Et Étienne Forquin a été donc en 1994 le patron de la fédération de l'enseignement secondaire. En 1990, après les grèves, les ministres Iliès et Graffé imaginent, enfin pendant les grèves, les ministres Iliès et Graffé imaginent d'instaurer un conseil de l'éducation et de la formation, qui est mort aujourd'hui, mais peu importe. Ce conseil d'éducation et de la formation a fait des travaux extrêmement intéressants à partir notamment de 2 documents fondamentaux qui étaient d'une part le rapport établi par les experts de l'OCDE en 1991. Ces experts, notamment, il y avait le ministre Raby, l'ancien ministre français de l'Éducation, et d'autre part, une étude interuniversitaire avait établi une radioscopie de l'enseignement en 1992. Le CEF s'est emparé, donc le Conseil d'éducation et de la formation, s'est emparé de ces 2 documents. Et qu'est-ce que disaient ces documents ? Mais notamment le rapport OCDE, c'est que c'était bien difficile d'évaluer l'état, le niveau de l'enseignement en Belgique. La recommandation était, mais de grâce, ayez quand même des objectifs terminaux un petit peu définis. À partir de là, le CEF a élaboré véritablement à la fois les objectifs, les grands objectifs, c'est mis d'accord, c'était pas simple, les grands objectifs de l'enseignement obligatoire, les structures dans lesquelles ces objectifs allaient pouvoir être atteints, et à imaginer un certain nombre de dispositions. Ça, c'est, je dirais, le cœur du décret mission et la base du décret mission. On se trouve en 1996. Il y a ces 5 mois de perturbation absolue, cette année scolaire qui finit sans examen. D'ailleurs, on s'en est pas trouvé plus mal à l'époque. Enfin, ça, c'est une chose qu'on a observée. Enfin, c'est ma perception en tout cas. Après tout ce charivari, le cabinet Onkelix se dit il faudrait quand même faire quelque chose pour redonner une certaine perspective, un certain espoir, une vision d'avenir pour les enseignants. Et donc c'est dans ce contexte que le chef de cabinet de Laurette Onkelix, Jacques Leroy, a imaginé qu'on fasse un décret mission. On avait en communauté française un gouvernement qui gérait
budget de la communauté française affecté en plus de 80% aux besoins de l'enseignement. Donc le gouvernement a légiféré, on était un peu des négociateurs. Chaque fois que le gouvernement a légiféré, c'est allé d'étape en étape, mais c'est allé aussi de crise en crise. Parce qu'on a eu une succession de grèves importantes. Moi, quand j'ai commencé en 90, j'ai commencé avec 8 semaines de grève totale dans tout l'enseignement obligatoire. Et puis ça a recommencé en 94 au moment de la restructuration de l'enseignement supérieur. Et alors on a recommencé, on a eu une grave crise dans l'enseignement secondaire avec les mesures Onkelings qui cherchaient à remettre en équilibre les comptes de la communauté française, équilibrer les recettes et les dépenses, et qui n'a pas eu d'autre faculté de diminuer les dépenses que de diminuer l'effectif d'encadrement du personnel. Ça a été une grande crise en 96. On a dû traiter dans toute cette période de crise jusqu'à, au fond, une sorte d'apaisement au moment où on a revu la loi de financement. On a revu la loi de financement, ça s'appelait la Saint-Polycarpe, et la loi de financement dépendait du Parlement fédéral. Un des enjeux de la réforme de l'État était le financement, le refinancement de l'enseignement dont on avait largement besoin. À l'époque, on avait vraiment un problème structurel de financement de l'enseignement. Tout ce qui était relatif aux subventions de fonctionnement n'était plus indexé et l'enseignement libre avait vraiment de gros problèmes, notamment au niveau de l'enseignement fondamental, avait de gros problèmes financiers. Donc on a à la fois discuté au niveau fédéral pour obtenir le refinancement, ça ce sont les accords de la Saint-Polycarpe, mais en même temps, comme nous étions quand même un peu futés et que j'avais avec moi quelqu'un que vous connaissez bien qui était Étienne Michel, qui était à la tête de notre service d'études, nous nous sommes dit, nous allons conditionner notre arrivée comme parti d'opposition pour soutenir la réforme du refinancement de l'enseignement, notamment. Nous allons le conditionner à des avancées majeures en matière d'égalité de traitement entre réseaux et entre élèves au niveau de la communauté française. Et on a exigé de pouvoir adopter un décret, c'est les accords de la Saint-Boniface entre francophones, décret qui a été préparé minutieusement chez nous avec l'aide d'Étienne Michel, pour que nous arrivions en mettant sur la table un projet de décret qui était déjà très clair et complet, et qui, pour la première fois, organisait vraiment le rattrapage, notamment du financement de l'enseignement subventionné et de l'enseignement libre, pour arriver au moins à 75% du financement de l'enseignement officiel, qui était en fait l'objectif du pacte scolaire, pas du pacte d'excellence, mais qui n'avait jamais été réalisé. Et donc, grâce à ce qu'on a imposé, le fameux décret de la Saint-Boniface, on a pu vraiment, en plus de 10 ans, refinancer l'enseignement libre et subventionné de plus de 30%. Et on est maintenant à l'objectif qu'on avait fixé, c'est-à-dire d'être au moins à 75% du financement de l'enseignement officiel. Et ça a donné une bouffée d'oxygène. Il y a eu une réforme des statuts du CEGEC qui a réorganisé le CEGEC pour être, de façon plus visible, une organisation représentative des pouvoirs organisateurs, tout en assurant dans cette organisation représentative des pouvoirs organisateurs le nouveau CEGEC, puisque maintenant la relève était prise par des pouvoirs organisateurs dans lesquels il y avait encore l'un ou l'autre prêtre et religieux, mais essentiellement des pouvoirs organisateurs constitués de laïcs. Et puisque les écoles étaient avec du personnel exclusivement laïque, pluraliste d'ailleurs déjà, dès le début, et que le temps était venu que la direction générale revienne aussi à un laïque. C'est là qu'est venu le nom d'Étienne Michel. Tout d'abord, le CEGEC a mené une réflexion permanente sur la manière de s'inscrire dans notre époque, dans la modernité qui est la nôtre.
à la faveur du congrès de 2002, du congrès de 2012. Et puis nous avons aussi, plus tard, réécrit nos textes de référence qui sont mission de l'école chrétienne, tant pour l'enseignement obligatoire que pour l'enseignement non obligatoire. Alors au fond, on a toujours eu 3 grandes questions à traiter. Je dirais la première question, c'est mais comment combiner un principe d'enracinement et un principe d'ouverture? Comment combiner un principe de transmission de la culture tout en prenant en considération une culture contemporaine en pleine évolution? Comment penser aussi la tradition chrétienne comme une mémoire précieuse pour l'avenir, comme une ressource et pas comme un carcan? Tout ça, c'est vraiment le défi du sens de l'enseignement catholique aujourd'hui. Alors, comment contribuer à l'amélioration du système scolaire? Mais au fond, depuis une trentaine d'années, il y a 2 grandes questions qui se posent au système scolaire. C'est comment améliorer l'efficacité du système scolaire et comment améliorer son équité. Lorsqu'on représente la moitié des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne peut pas se sentir sans responsabilité par rapport à ça. Et c'est ce qui expliquera que plus tard, nous nous engagerons dans la trajectoire du pacte pour un enseignement d'excellence. Alors la question de la légitimité, c'est la 3e grande question. La légitimité de l'enseignement catholique, c'est d'abord la légitimité de ses PO, de ses membres de PO qui sont au fond des citoyens inscrits dans la société civile, qui contribuent à faire fonctionner les écoles à partir de l'endroit où ils se trouvent. C'est aussi la légitimité des parents qui nous confient leurs enfants. Et alors la question de la légitimité du CEGEC, nous sommes une organisation représentative et nous avons donc des comptes à rendre au pouvoir organisateur que nous représentons. Donc dans toutes ces négociations, il y a des constantes. Une constante, c'est la nécessité de soutenir les directions d'école qui en ont souvent besoin. Je pense en particulier aux directeurs et directrices de l'enseignement fondamental. Depuis 2006, des progrès réels ont été accomplis en matière d'aide administrative, mais ça n'est pas encore suffisant. La 2e grande préoccupation, c'est le respect de la liberté d'enseignement et le respect de l'autonomie de l'organisation des écoles. Et enfin, bien sûr, la question du financement et la manière de faire concrétiser le plus possible la promesse de la Constitution, qui est l'égalité de traitement entre tous les établissements scolaires en Belgique. Il était nécessaire de réécrire le document Mission de l'école chrétienne parce que la société dans laquelle nous nous trouvons a profondément changé depuis une trentaine d'années. Les transformations sont multiples. D'abord, nous pouvons parler de la sécularisation. La sécularisation est un phénomène très profond dans nos sociétés qui concerne les institutions, les cadres de pensée. Nous vivons dans une société qui se passe de plus en plus de la référence à Dieu ou au divin, à la religion. Ça ne veut pas dire que la religion disparaît. Ça veut dire que la religion n'est plus centrale dans le fonctionnement des institutions de la société. Et avec ce phénomène apparaît un 2e phénomène qui est le phénomène de la pluralisation des références religieuses. Nous sommes dans une société très ouverte, très mobile, marquée par des migrations importantes et aussi par des échanges de messages décentrés. Et donc nous devons, en tant qu'école, nous situer dans ce nouveau monde culturel. Le congrès de 2012 a constitué la phase de diagnostic. Qui a précédé ce texte institutionnel et qui a permis de jeter effectivement les bases, la perspective, et aussi de nous convaincre que nous étions capables, en tant que réseau, rassemblant quand même des écoles extraordinairement diverses, puisque nous avons bien sûr l'enseignement supérieur, nous avons l'enseignement secondaire, nous avons l'enseignement professionnel, nous avons donc des formations multiples, nous avons de multiples offres de programmes. Il était néanmoins possible d'avoir une pensée organisatrice globale.
On est passé maintenant d'un pluralisme, on est quasi maintenant d'une société relativiste qui ne croit plus en rien. Et qui, quand vous voyez les discours de Trump, quand vous voyez la place de l'extrême droite actuellement, on est dans une dynamique et même le regard sur la science, hein, on est dans une dynamique d'une certaine manière où il y a un scepticisme radical qui porte sur l'ensemble de la vie sociale. Et dans leur troisième dimension, et qui là est très très forte, hein, c'est toute la crise écologique et la crise de la biodiversité, avec le climat et la biodiversité, qui nous mettent en situation d'urgence de trouver un autre type de société. Donc, si vous voulez, à l'intérieur du CEGEC, c'est l'enseignement obligatoire qui a lancé toute la réflexion sur la problématique de la mission d'école chrétienne. Tout simplement, M. Sergeois, ce que vous disiez à l'instant, c'est que les hautes écoles n'existaient pas dans les années 90. Donc, si vous voulez, ça montre bien que l'émergence des hautes écoles a modifié la perception de l'enseignement supérieur à l'intérieur du CEGEC. Et on a aperçu qu'il y avait des choses intéressantes, qu'il y avait une ouverture et une posture d'ensemble qui était acceptable. Moyennant certaines modifications, hein, peu importe. Mais enfin, disons comme base de travail de départ, ça nous paraissait intéressant. Mais que c'est clair qu'au niveau du supérieur, on était dans un autre registre, et pas seulement de vocabulaire. Hein. On n'aborde pas la problématique de la formation d'adultes. Hein. On aura 18 ans, on est adulte. Au fond, l'enseignement supérieur, que ce soit haute école de promotion sociale adulte, on est on s'adresse à des adultes. Donc ça pose complètement différemment la problématique d'un système éducatif, entre guillemets. Et par ailleurs, il y a toute la problématique, effectivement, du caractère chrétien demandé à être approfondi. Donc, sur base de cela, on avait remis une note disant que oui, nous on est OK, mais enfin voilà, il y aura ça, ça et ça. Et alors donc, le CEGEC a décidé de la création d'un groupe de travail spécifique pour d'école et promotion sociale. Ce qui est aussi important et qui est en lien étroit avec notre projet éducatif, c'est que le cours de religion est éminemment interdisciplinaire. Hein. Donc, il offre des regards culturels croisés des sciences humaines, de la philosophie qui prend une grande part dans le programme du secondaire, des sciences exactes et des autres religions, comme je le disais, de tous les domaines de la culture. L'art aussi, l'art est très, très présent. Et donc cette interdisciplinarité est quelque chose aussi à quoi on tient très fort dans l'enseignement catholique. Le bien commun est une notion à laquelle je fais souvent référence dans les réflexions, mais qui, et c'était peut-être le point d'orgue de mon parcours au CEGEC, est bien présent dans notre nouveau projet éducatif, Mission d'école chrétienne. Une des grandes missions du CEGEC, c'est la représentation auprès des autorités publiques. C'est souvent autour de cette mission-là qu'on est le plus attendu. Pendant des dizaines d'années, l'enseignement catholique avait au fond dépendu du Parti catholique, dépendu du PSC et puis du CDH pour assurer la représentation de ses intérêts auprès des autorités publiques. Ce modèle-là est en voie de dépassement. Je dois dire que les dirigeants de ces partis ont aussi senti la nécessité d'évolution de ce côté-là. Et c'est notamment avec Joël Milquet qu'on a pu institutionnaliser une négociation entre l'autorité publique et les fédérations de pouvoir organisateurs. Donc chaque fois que l'autorité publique veut prendre un nouveau décret, une négociation est organisée avec l'ensemble des fédérations de PO, et donc c'est une négociation directe avec le gouvernement et pas une négociation par l'intermédiaire des partis politiques. Il y a eu aussi un deuxième grande évolution, et c'est la négociation tripartite des accords sectoriels. En arrivant comme directeur général du CEGEC, j'ai été extrêmement surpris de découvrir que c'était le seul secteur d'activité en Belgique où les accords sectoriels se négociaient sans la présence des employeurs à la table de négociation. Donc c'était évidemment quelque chose d'absolument impensable. Et donc, au terme, je dirais, d'initiatives diverses, on va le dire comme ça, un décret a été adopté qui organise la négociation tripartite des accords sectoriels avec l'autorité publique, les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Donc pour ce qui concerne les questions d'égalité de traitement dans l'enseignement, des progrès incontestables ont été réalisés du côté des subventions de fonctionnement, du côté des bâtiments scolaires. Est-ce que cette histoire
est terminée. Ça, je ne le pense pas. Il y a toujours une attention à avoir pour veiller à ce que les accords qui ont été conclus soient suffisamment bien respectés. On a eu des difficultés dans le domaine des subventions de fonctionnement. Il y en a eu dans les bâtiments. Et donc, ce sont des réalités qui continueront à requérir l'attention de nos successeurs. Quand je me suis retrouvé au CEGEC, ben oui, j'ai vu le drame qui se passait dans le financement des bâtiments scolaires, la différence honteuse entre le subventionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement et par rapport au CEGEC. Wallonie-Bruxelles Enseignement, 15% des élèves qui prend 70% des subventions, c'est un vrai scandale. Et là, grâce à Étienne Michel, grâce à la victoire que nous avons obtenue à la Cour constitutionnelle, les choses ont été revues et maintenant un enfant égale un enfant se traduit par on rentre des dossiers, quel que soit le réseau, ce sont les dossiers les plus pertinents, les mieux présentés, les mieux en ordre, si je puis dire, qui sont sélectionnés. Mais la bataille pour les bâtiments scolaires, c'est fondamental. Le premier relatif aux écoles supérieures des arts, ce qu'on appelle les ESA, où là, il y avait un financement qui était absolument déséquilibré au détriment des ESA du réseau libre subventionné par rapport aux ESA de la communauté française. Et l'autre dossier, qui est un dossier du financement des bâtiments scolaires, où là, la question se posait à la suite du Covid, d'un plan de reprise et de résilience, de distribuer de l'argent venu de l'Union européenne de manière équilibrée. Et là encore, la communauté française n'avait pas équilibré, si je puis dire, les balances. Il a fallu donc dans ces deux dossiers intervenir pour tenter de faire rééquilibrer ces balances. Dans les deux cas, nous avons obtenu le CEGEC, le cas échéant avec des établissements d'enseignement du réseau libre subventionné, gain de cause devant la Cour constitutionnelle. Donc dans les deux cas, la Cour constitutionnelle a dit c'est discriminatoire que de donner si peu de financement au détriment du réseau libre subventionné. J'avais bien saisi, comme d'autres, que la croissance démographique forte que connaissait Bruxelles à l'époque allait amener obligatoirement à la création de nouvelles écoles. Et donc j'ai pensé qu'il était utile d'en créer une. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a assez d'écoles. On en a créé plusieurs au moment où on créait Matteo Ricci, mais il y en a d'autres qui ont ouvert depuis. Et aujourd'hui, l'offre devient excédentaire par rapport à la demande, parce que dans le même temps, la croissance démographique s'est en fait arrêtée. Et dans 2 ans, on sera au sommet du nombre d'élèves de l'enseignement secondaire, puis ça va commencer à légèrement décliner, alors que d'autres écoles vont encore ouvrir dans les années qui viennent, ce qui pose effectivement un problème, puisque une demande qui se tasse et une offre qui continue à croître veut dire qu'il y aura trop de place par rapport au nombre d'élèves présents, et donc les écoles vont commencer à être en concurrence les unes avec les autres. Alors c'est vrai que c'est une législature particulière. On a évidemment connu la crise sanitaire, la crise Covid, on a connu la crise ukrainienne avec aussi l'inflation, la crise énergétique, on a connu les inondations dans certaines parties du pays, et notamment des écoles qui ont été impactées avec une situation financière comme on connaît au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on a voulu, notre gouvernement, vraiment assumer, y compris sur le plan financier, et accompagner les écoles dans leur mission pour surmonter ces crises. La plus importante, évidemment, est la crise sanitaire, parce que ça a bouleversé le monde de l'école. On avait vraiment cette volonté partagée entre les communautés du pays à préserver les apprentissages de nos élèves, et on mesurait les conditions difficiles d'organisation dans les écoles, parce que c'est un virus qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas les conséquences non plus, notamment sur les enfants. Donc c'était toujours des décisions à des moments cruciaux, importants, et il faut quand même reconnaître que beaucoup d'études internationales disent en fait qu'on a eu un système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles résilient, qu'on a assumé, qu'on a pris les bonnes
mesure au bon moment, et ça c'est vraiment grâce aux acteurs de terrain au quotidien, que ce soit bien évidemment les directions d'école, les enseignants, les CPMS, les fédérations de pouvoir organisateurs, parce que on était tous dans le même bain et il fallait poursuivre les objectifs que l'on avait. En fait, on a été en permanence dans la recherche de l'équilibre entre la protection de la santé, évidemment de notre personnel enseignant, des élèves eux-mêmes, etc., des familles aussi, et la continuité de l'enseignement, la possibilité d'enseigner, la possibilité pour les élèves qui étaient en cours d'année de poursuivre leur cursus. Mais je dirais que la collaboration avec le CEGEC a été vraiment optimale pendant cette période de crise, mais de manière générale tout au long de la législature. Il me semble qu'à l'époque et encore aujourd'hui, s'était développé dans l'ensemble de la classe politique, ou une bonne partie de la classe politique, chez de hauts fonctionnaires, chez les patrons des fédérations, aussi bien que dans les fédérations d'employeurs, le sentiment d'une nécessité de changement, voire d'une urgence. Et cette urgence, ce sentiment d'urgence, cette idée, ça ne peut pas continuer comme ça, était associée à un certain nombre d'évidences empiriques, en particulier les résultats des comparaisons internationales en matière d'apprentissage, l'évidence de l'iniquité de notre système belge, le taux de décrochage, le taux de redoublement, le coût de notre système relativement au produit intérieur brut de la Belgique francophone. Tout cela finissait par cristalliser chez de nombreux acteurs l'idée qu'un changement, qu'une réforme d'ampleur devait être lancée. Je trouvais qu'il fallait un coup de fouet énorme, structurel, une vraie réforme sur plusieurs législatures de l'enseignement. L'objectif général du pacte d'excellence, il s'est appelé excellence, c'est parce qu'on voulait de l'excellence collective, c'est-à-dire monter chaque élève en réduisant les inégalités entre élèves structurelles que l'on connaît, monter chaque élève, le tirer vers le haut en termes d'excellence, à la fois sur évidemment les connaissances, les compétences, en les adaptant aux nouveaux besoins, en étant parfois plus exigeants, en ayant aussi des méthodes pédagogiques qui les accompagnent plus de manière personnalisée. Alors fondamentalement, au départ, la ministre a mis en place un certain nombre de groupes de travail qui, au fond, recouvraient les principales dimensions du système scolaire. Chaque groupe était un groupe relativement paritaire ou représentatif. Il y avait, parmi ces différents groupes, il y en avait sur le qualifiant, d'autres sur la transition numérique, etc. Il y en avait un sur le pilotage. Et ces groupes ont travaillé de concert, en parallèle, avec des formes de coordination assez larges entre les groupes. Et ils ont chacun, en l'espace de quelques mois, livré leurs résultats. Tous ces résultats sont remontés au niveau d'un comité qui a analysé les coûts, les impacts, les opportunités de toutes ces idées qui remontaient. Et puis ensuite, c'est devenu l'avis numéro 3. Et ensuite, l'aventure a commencé. Et c'est passé en gouvernement, c'est passé en commission parlementaire, ça a été voté par le Parlement. Et puis ensuite, on a lancé l'affaire. Les chantiers continuaient bien au-delà, évidemment. Jusqu'à aujourd'hui, ils existent et ils continuent avec un certain nombre de nouvelles pistes. Donc au début, c'était assez étendu. Et puis la mayonnaise a pris, pour des raisons assez difficiles à analyser, mais au fil des semaines, une sorte de confiance mutuelle s'est cristallisée, qui tenait beaucoup, je dois dire, à l'attitude constructive de beaucoup d'acteurs, mais aussi, me semble-t-il, à une forme de consensus sur les valeurs sous-jacentes aux réformes que nous discutions. Et je crois qu'il y a eu peu à peu une sorte d'accord, de consensus sur un socle de valeurs communes sur lesquelles, au fond, tout le monde était d'accord. Et puis au fur et à mesure des différents groupes de travail, on est arrivé à avoir l'avis collectif sur toute la réforme, et puis on l'a phasé, et puis on a surtout commencé à l'exécuter avec une série de décrets au fur et à mesure des projets et des sujets.
Mais donc je crois qu'en tout cas il faut renouer avec cet esprit participatif et rediscuter avec les acteurs sur la manière de fonctionner, sur les objectifs, sur le timing aussi. Peut-être qu'on a fait beaucoup de réformes en peu de temps, que les acteurs sont parfois un peu asphyxiés par l'arrivée de nouvelles réformes complètement légitimes, mais qu'il faut avoir le temps d'engranger, de réaliser sur le terrain. Donc voilà, je crois que sur le timing, sur les objectifs, sur la méthode, il faut refaire ce tour avec l'ensemble des acteurs. Alors, les personnes, on ne peut pas toutes les citer, mais il faut en citer quelques-unes. Tout d'abord, les ministres qui se sont succédés et qui ont gardé la ligne du pacte. Joël Milquet, Marie-Martine Schins, Caroline Désir, et puis quelques personnes dont on parle beaucoup moins souvent et qui sont pourtant, qui ont été essentielles à la réussite du pacte. Je pense à Frédéric Delcor, le grand patron de l'administration, à Étienne de Noël, le responsable d'Agir pour l'enseignement, à Anna Irali, un professeur de l'ULB. Je peux encore citer Marc Romainville, un professeur des facultés de Namur. Toutes ces personnes ont eu un rôle absolument central et on leur doit en grande partie la réussite du pacte. Je suis arrivée en avril 2016 et à ce moment-là, l'avis numéro 2 du pacte était prêt à sortir. Et c'est vrai qu'en arrivant, on n'avait pas conscience de ce que ça pouvait provoquer. Et je me souviendrai toujours au moment où toutes ces pages sont parues, la manière dont les médias ont traité la chose. En fait, les gros titres des journaux, c'était « On va interdire le redoublement et votre enfant restera à l'école jusqu'à 6 heures du soir ». Autant dire que les premières choses que j'ai dû faire à mon arrivée, c'était faire du déminage, puisqu'il fallait expliquer que ce n'était pas du tout ça qui était écrit dans le texte. Et c'est vrai qu'à l'avenir, quand il y a eu alors l'avis numéro 3, on a vraiment veillé avec l'équipe du pacte, avec les 2 coprésidents, avec tous les acteurs. On a veillé à soigner les explications et la communication autour de l'ensemble des mesures. Je pense que le CEGEC a toujours joué un rôle très efficace, c'est-à-dire qu'il apportait des solutions. Ce n'était pas celui qui allait vouloir bloquer un dossier à tout prix. Maintenant, quand il y avait un désaccord, il fallait qu'on puisse se le dire. Ça a toujours été le cas. Et finalement, il y avait des notes qui arrivaient, qui étaient toujours très claires, des pistes de solutions, plusieurs choix. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à avancer sur un enjeu aussi important que le système scolaire. C'est en cherchant des consensus avec un maximum d'acteurs. C'est-à-dire que ma feuille de route était relativement claire. Comme ministre, moi je devais mettre en œuvre le pacte. Le pacte avait été endossé dans l'accord de majorité, donc la feuille de route, elle était assez limpide. C'est pas pour ça que tout s'est fait sans mal. On en a parlé longtemps. Le Covid nous est tombé dessus. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais ministre et donc ça a énormément mis de difficultés dans l'implémentation des mesures. Et puis ça a ralenti le processus. On a dû en permanence ajuster les calendriers. Et puis de manière générale, entamer la mise en œuvre de tous ces chantiers du pacte dans un moment où le terrain vient de subir 2 à 3 années scolaires de crise sanitaire, où ils sortent de tout ça complètement éreintés. C'est extrêmement difficile parce que c'est un moment où ils avaient tous envie de sérénité et qu'on leur foute la paix et pas de changements structurels comme on les a amenés. Et donc moi, mon rôle, ça a été de garder le cap tout en restant souple et adaptable sur les calendriers, les échéances, les timings. C'est ce qu'on a essayé de faire le maximum. Mais évidemment, ça a été tout sauf facile, quoi. À l'époque, la concertation autour du pacte, elle se faisait dans ce qu'on appelle le groupe central. Tous les acteurs institutionnels étaient présents, les réseaux, les syndicats et les associations de parents. Et le copilotage se faisait avec Laurence Weerts et Frédéric Delcor. Et la ministre était régulièrement invitée en fonction des dossiers. Ça s'appelait le groupe central, c'est devenu le comité de concertation au moment où le pacte a été mis sur les rails. Joël Milquet, qui était la ministre qui a initié cette opération-là, m'a demandé, avec Laurence Weerts, qui travaille dans son cabinet, de piloter la co-construction. Et puis après, on m'a demandé de continuer à piloter la mise en œuvre de cette grande réforme de l'enseignement. En fait, ce qu'on avait eu jusque-là, c'est des ministres à peu près de tous les partis qui s'étaient succédés au poste de ministre de l'enseignement, qui avaient essayé de mettre en œuvre des réformes. Et chaque fois, à la fin de la législature, il y avait un nouveau ministre et puis des nouvelles réformes. On essayait de nouvelles choses et on n'arrivait pas à tenir un fil rouge sur suffisamment longtemps pour réellement avoir des effets profonds qui pouvaient impacter le système scolaire et faire évoluer ses résultats négatifs. Le pacte est né finalement de cette idée-là. On a des problèmes dans notre système scolaire. Pour les dépasser,
il faut se donner le temps de l'école, on dit parfois. Le temps de l'école n'est pas le temps du politique. Le temps de l'école, c'est un gros système, c'est 120 000 enseignants, c'est énormément d'établissements scolaires, donc c'est pas facile à faire bouger. Il faut se donner le temps d'aller au fond des choses, mobiliser chacun, et pour ça, il fallait inscrire une réforme dans la durée. On a programmé le pacte finalement jusqu'en 2030, en se disant, si c'est les acteurs qui l'ont construit, cette réforme, peut-être que le ministre ou le gouvernement prochain, quand cette législature-là sera terminée, celle qui a vu la naissance du pacte, quand cette législature-là sera terminée, on a peut-être des chances que le suivant ne détricote pas tout et ne recommence pas tout à fait autre chose. Et peut-être alors pourra-t-on dépasser ces constats qu'on fait depuis très 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 longtemps. Et quelque chose qui est très positif par rapport à la dynamique, c'est que on a pu remarquer à la fin de cette législature-là, puisque la ministre qui a pris l'initiative de la dynamique du pacte, qui était Joëlle Milquet, elle a démissionné en pleine construction du pacte. La ministre qui lui a succédé, elle a endossé complètement la dynamique, c'était Marie-Martine Schins. À la fin de la législature, après 2 ans de mise en œuvre du pacte en 2019, on avait commencé en 2017, en 2019, alors qu'on a eu une autre majorité, avec des partis qui étaient dans l'opposition au moment où le pacte a été construit, Écolo, le MR. Quand ils sont arrivés au gouvernement, eux aussi, ils ont endossé la feuille de route. Parce que la force de cette feuille de route co-construite par les acteurs, qui disent ensemble, voilà le chemin que nous voulons prendre pour réformer l'école à l'horizon 2030, la force des acteurs qui parlent ensemble, finalement, s'est imposée aux majorités politiques différentes qui se sont succédées. On a considéré comme fondamental, une fois que le pacte a été construit, que pour sa mise en œuvre, certes, il fallait évidemment que le politique reprenne la main. C'est la responsabilité d'une politique de concrétiser les choses dans une démocratie, de prendre des décrets, de prendre des arrêtés pour rendre tout ça possible. Mais en même temps, il était important qu'on ne perde pas le fameux fil rouge. Et pour ça, on a institué un organe qui s'appelle le Comité de concertation du pacte, qui se réunit toutes les semaines et dans le cadre duquel, en fait, tout ce que les gouvernements, les ministres posent comme acte pour concrétiser le pacte est d'abord concerté avec les acteurs qui l'ont co-construit. Mais donc, le CEGEC est un acteur complètement déterminant du pacte. Donc, on a... D'abord parce que c'est un acteur complètement déterminant du système scolaire. Voilà, le CEGEC, c'est la moitié des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais aussi et surtout parce que je pense qu'il y a une forte conviction dans ceux qui dirigent le CEGEC, et notamment dans le chef d'Étienne Michel, il y avait cette forte conviction que le pacte était une vraie opportunité pour changer l'école. On a l'impression qu'aujourd'hui, le pacte est suffisamment lancé que pour qu'on ne puisse plus réellement l'arrêter. Mais il y a des équilibres qui vont continuer à devoir être respectés, sinon les acteurs ne s'y reconnaîtront plus. Donc ça reste un premier enjeu, c'est de faire endosser par la nouvelle majorité les équilibres du pacte et de dire il faut suivre ce fil rouge, sinon on est sûr qu'on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes de l'école. En même temps, il faut être opiniâtre sur le fil rouge, mais il faut être attentif au terrain. Et le terrain, aujourd'hui, il est saturé. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Il y a des aménagements qu'il faut sans doute faire à ce qu'on a imaginé au départ dans le cadre du pacte, à la manière dont ça fonctionne, et des aménagements qu'il faut faire pour ne pas avoir de rejet des acteurs de terrain. Il y a aussi un défi donc de renouvellement des pouvoirs organisateurs, le défi parfois de leur recomposition compte tenu de l'évolution des besoins. Donc tout cela ne va pas de soi. Une des choses qu'on a essayé de faire dans ce domaine, c'est de créer un département des pouvoirs organisateurs, de doter ce département d'un certain nombre de ressources et d'entamer le développement progressif d'une politique d'accompagnement et de soutien des pouvoirs organisateurs. Donc oui, on compare souvent l'enseignement à un gros paquebot difficile à manœuvrer. Moi, personnellement, je pense que l'enseignement en Fédération Bruxelles, c'est plutôt 2600 navires. C'est une flottille. On voudrait que tous les navires aillent dans la même direction et à la tête de chaque navire, il y a un capitaine, c'est l'équipe de direction. Et donc, en fait, toutes les études sur les meilleurs systèmes scolaires à travers le monde l'indiquent. Il n'y a pas d'école de qualité sans une équipe de direction de qualité. C'est une fonction complexe. Et donc, il faut bien aider les directions d'école pour leur permettre, en fait, de se concentrer sur leurs missions et les responsabilités qui sont les plus importantes, à savoir le leadership pédagogique et pas du tout l'administratif. Et dans ce contexte, on a eu l'occasion de mener différentes missions
pour le CEGEC. D'abord, aider un groupe d'écoles à optimiser la gestion des frais de fonctionnement, qui impliquait la professionnalisation de la fonction économe, la mise en place d'une centrale de marché. Nous avons travaillé avec les services PO de Stéphane Van Warbeek pour en fait professionnaliser tout le processus de recrutement et d'entrée en fonction des directions d'école. Il y a un guide qui a été mis en place. Et la troisième chose pour laquelle nous avons aidé et qui est importante pour les équipes de direction, c'est finalement l'élaboration et la mise en œuvre des plans de pilotage. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la mission au cœur d'une direction d'école, c'est de faire vivre et avancer un progrès d'école pour faire progresser tous les élèves. Oui, donc nous avons aussi été amenés à répondre à un certain nombre de nouveaux besoins. Besoin le plus évident, à un moment donné, a été de créer une centrale de marché. Ce besoin est lié à la législation sur les marchés publics qui s'impose aux écoles. Et au fond, la centrale de marché nous a permis de transformer une contrainte en une opportunité. Et aujourd'hui, cette centrale de marché facilite la tâche des pouvoirs organisateurs et leur permet de faire d'importantes économies parce que lorsqu'on négocie ensemble, on a de meilleures conditions que lorsqu'on négocie tout seul. Il y a également eu une initiative que nous avons accueillie, qui existait par ailleurs, qui est l'ASBL Job École, dont le métier est de gérer des offres d'emploi pour l'enseignement catholique. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre enseignante, c'est extrêmement précieux. L'IFEC est né en fait dans un contexte à la fois interne et externe. D'un point de vue externe, en 2021 a été voté un nouveau décret sur la formation professionnelle des membres des équipes éducatives et des centres PMS. Et ça justifiait à la fois un nouveau programme général de formation, de nouvelles modalités de travail, notamment dans le cadre des marchés publics de formation. Et ces éléments-là ont conduit le CEGEC à envisager de réunir les différents organismes de formation préexistants au sein d'une structure qu'on a appelée l'Institut de formation de l'enseignement catholique. Donc la logique interne qui a été celle du CEGEC répondait à cette exigence, je dirais, d'évolution posée par le décret, mais il y avait aussi des ressorts internes qui pouvaient tout à fait justifier la création de cet institut. Effectivement, l'IFEC a également reçu comme mission, ce qui n'était pas la mission des organismes de formation antérieurs, de pouvoir préparer et organiser l'université d'été du CEGEC, ce qui est une organisation assez importante, en général 500-600 participants avec un panel d'intervenants. Et l'IFEC a cherché à mettre son expertise administrative, logistique, pédagogique au service du CEGEC pour contribuer au-delà du public CEGEC proprement dit, de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres, sur les thématiques choisies par la direction générale du CEGEC, puissent avoir un temps de réflexion, de dialogue, de débat. L'idée des universités d'été est née au début des années 2000, au tournant du congrès de 2002. L'idée était de nourrir, d'alimenter une culture commune. L'idée, c'est qu'une fois par an, on allait se dégager un peu des nécessités immédiates qui sont parfois un peu pesantes, mais absolument incontournables, pour essayer de se donner des perspectives, de se donner une réflexion collective sur les défis de l'époque. Pour parler de l'évolution de la gouvernance du CEGEC, il n'y a pas eu énormément de réformes dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Cité au tournant des années 2000 un décret voulu par Jean-Marc Nollet qui a conduit le CEGEC à se réorganiser et à se doter d'instances composées majoritairement de PO élus. Nous avons édité en 2012 une brochure sur la gouvernance des PO. C'est un guide de référence important pour l'enseignement catholique et son contenu vaut également pour le conseil d'administration du CEGEC. Le rôle du CA, du conseil d'administration, c'est de soutenir, accompagner, contrôler la direction du CEGEC. Ce rôle était difficile à exercer par le fait que les fonctions de président, d'administrateur délégué et de directeur général étaient assumées par une seule et même personne. Après 2 années de réflexion, aidé par des conseillers externes, le conseil d'administration a décidé une nouvelle organisation afin d'être en ordre de marche
pour affronter les défis du futur. Et la première décision a été de distinguer la fonction de président et celle de secrétaire général, c'est-à-dire l'ancienne appellation étant directeur général. Bien, les grands enjeux pour un avenir, pour le CEGEC, c'est d'abord certainement de continuer à défendre les intérêts de nos adhérents et d'être présent, d'être toujours aussi présent et aussi influent au niveau des négociations, entre autres politiques. Le deuxième défi, c'est d'être attentif à une gestion rigoureuse de notre organisation, sachant que nous sommes confrontés à deux choses. La première, c'est au niveau de nos ressources. Nos ressources proviennent des cotisations des adhérents et proviennent également de la subsidiation à la communauté française. Or, nous savons que la démographie pour les jeunes de 3 ans à 18 ans est en train de baisser, ce qui veut dire des recettes moindres à l'avenir. Et d'autre part, nous connaissons aussi la situation déficitaire de la communauté française. Donc c'est pour nous évidemment un enjeu puisque nos ressources vont diminuer alors que nos dépenses sont importantes. D'abord parce que nous avons 450 membres du personnel, mais également parce que nous voulons continuer à augmenter les services vis-à-vis de nos adhérents. 20 ans nous séparent de la première grande réforme statutaire du CEGEC. En 20 ans, beaucoup de choses ont changé. La société a changé, l'environnement économique et social a changé, le paysage de l'enseignement a changé avec l'accompagnement des écoles et des PO dans les plans de pilotage, l'accompagnement indispensable des PO dans les recrutements de direction, la gouvernance des PO, l'accompagnement dans les dossiers d'infrastructures scolaires et donc le gonflement du personnel, quel que soit son statut. Ce sont évidemment des choses qui représentent. Il était donc indispensable d'adapter notre mode de fonctionnement aux exigences de la vie moderne, en axant l'organisation sur une responsabilité partagée et collective et en mettant les gens en projet. Alors, des choses importantes ont été modifiées. On a d'abord créé une direction générale qui gère la gestion quotidienne et l'administration de la maison CEGEC, donc le Mounier. On a créé un comité exécutif qui a pour objet l'organisation de la représentation du CEGEC au niveau des diverses négociations. On a modifié des dénominations internes, puisque la dénomination fédération est unique et celle de la fédération de PO. Donc on a changé les dénominations en direction au niveau d'enseignement. On a également créé des directions de services ou de départements, parfois réorganisées. Il faut maintenant évidemment que tout ça fonctionne, il faut mettre de l'huile dans les rouages et éventuellement ajuster au bout d'un certain moment. On a maintenant une structure professionnelle